L'école est le reflet de la société et aujourd'hui le communautarisme qui peut être présent dans certains secteurs de la société est aussi présent à l'école. Et donc c'est le lieu emblématique de la société où s'exacerbent beaucoup de tensions, beaucoup d'appartenance, beaucoup de revendications qui n'auraient pas lieu d'être dans un endroit laïque. Mais ce sont des manifestations qui débordent dans l'école comme dans la société. Céline Imard, bonjour, vous avez 41 ans, vous êtes née à Toulouse, vous avez fait l'IEP, l'ESSEC, vous avez un diplôme agricole également, et vous êtes agricultrice, une vraie agricultrice dans le Tarn, on en parlait à l'instant, vous cultivez vos terres, vous êtes une syndicaliste agricole aussi, passée par la FNSEA, et vous êtes candidate aux élections européennes sur la liste Les Républicains en numéro 2, derrière François-Xavier Bellamy. Merci de nous avoir rendu visite à Boulevard Voltaire. Et première question, je voulais vous demander, on est en plein débat et drame aussi, avec le meurtre de Shemseddine. On a eu les affaires de Shannon, de Shaina, toutes ces agressions qui vont jusqu'au meurtre donc à l'école. Je voulais savoir, quelques siècles après l'invention de l'école, et on n'avait pas vu ça depuis très longtemps, que s'est-il passé? Qu'avons-nous raté? Et est-ce qu'il faut faire ou non un lien avec l'immigration? Nous avons raté beaucoup de choses, et je pense qu'elles tournent autour de la notion d'autorité. D'abord de l'autorité parentale au sein de la cellule familiale, ensuite de l'autorité à l'école, au niveau des éducateurs, l'autorité du maître, et puis en termes de l'autorité de l'État, et notamment par des failles et des carences très claires aujourd'hui de la réponse judiciaire et pénale. Et donc, face à cette triple crise d'autorité, on assiste aujourd'hui à un débordement de violence, à une explosion de passion, d'émotions, où il n'y a plus de limites, où il n'y a plus de repères sur le bien, sur le mal, et où cette culture de dizaines d'années de laisser-faire qui a imprégné à la fois l'État, à la fois le système éducatif et à la fois la manière d'éduquer au sein de la cellule familiale, on voit que ça laisse des traces assez fortes et peut-être même indélébiles dans aujourd'hui ce qui est en train de devenir la jeunesse. On est face à une crise beaucoup plus globalement de la transmission. Et encore une fois, cette transmission, on la voit dans le monde agricole, on la vit. Elle est très difficile de transmettre des vocations, des valeurs, une envie de ce métier. Et la crise des transmissions, on la voit aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Pour revenir à l'école, purement, est-ce que vous y voyez une face, peut-être, un aspect communautaire ou pas dans ces meurtres et ces drames? L'école est le reflet de la société. Et aujourd'hui, le communautarisme qui peut être présent dans certains secteurs de la société est aussi présent à l'école. Et donc, c'est le lieu emblématique de la société où s'exacerbent beaucoup de tensions, beaucoup d'appartenance, beaucoup de revendications qui n'auraient pas lieu d'être dans un endroit laïque. Mais ce sont des manifestations qui débordent dans l'école comme dans la société. Alors justement, puisqu'on parle d'immigration, l'Europe, il y a un volet dans cette campagne qui est lié à l'immigration qui est évidemment très fort. On sait que Mme von der Leyen est favorable à la répartition des migrants sur le territoire français. Vous savez que ça irrisse beaucoup de nos concitoyens. Quel est votre avis là-dessus et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à von der Leyen? On sait que François-Xavier Bellamy a fait campagne contre sa réélection, mais malgré tout, sur ces deux dossiers, l'élection de von der Leyen et la répartition des migrants, comment est-ce que vous vous situez et quelle est la place difficile, sans doute, de LR? Sur la von der Leyen, notre position est extrêmement claire. C'est que, d'abord, elle n'est pas notre candidate. En 2019, notre candidat, c'était Manfred Weber. Et c'est Madame von der Leyen qui a été poussée par Emmanuel Macron, à qui elle sait qu'elle doit tout. Elle a gouverné pendant 5 ans avec les Verts, avec l'idéologie Canfin, avec les socialistes. Et elle est quand même venue au congrès Renaissance lors de la rentrée dernière, 2023.
C'est clairement la candidate aujourd'hui qui gouverne avec Renaissance et avec les députés macronistes. Donc ce n'est pas notre candidate. Nous nous sommes fermement opposés à sa réélection lors du congrès de Bucarest, dont notre position est extrêmement claire sur ce sujet. Concernant le pacte asile et immigration, il y a aujourd'hui des dispositions dans ce pacte, dans ce projet de texte sur lesquels, là encore, nous nous opposons clairement. L'obligation de relocaliser des migrants, que ce soit au sein des États membres ou ensuite dans la France, au sein de plusieurs communes et territoires. Encore une fois, c'est une obligation sur laquelle nous voterons contre. Et vous pensez qu'elle a des chances d'être rejetée ? Elle a des chances d'être rejetée. Aujourd'hui, au congrès de Bucarest du PPE, on l'a bien vu, il y avait à peu près 800 inscrits, 500 votants, parce qu'il y a beaucoup qui ont souhaité s'abstenir, et seulement 499 qui ont voté pour elle. Sur un congrès interne où elle était la seule candidate, la Spitzenkandidate, avoir seulement 499 voix sur 800 inscrits, pour elle, c'était une claque. Et ça, c'est aujourd'hui un mouvement d'opposition qu'on sent monter au sein du PPE et dont nous sommes quand même, nous les Républicains, fer de lance. Oui, c'est vrai que c'était très, très net, mais quelle serait l'alternative par rapport à Von der Leyen pour vous ? Quel est votre candidat finalement ? Pour l'instant, ce n'est pas déclaré. Je pense que ça se jouera après les élections. Ça, c'est tout un jeu d'alliance en fonction du résultat des élections, des positionnements des États membres. Il peut y avoir d'autres candidats, en tout cas, qui ont une politique plus en accord avec les valeurs de la droite. Voilà. En tout cas, la césure se marquera beaucoup autour des thèmes de l'immigration. Oui, plus généralement autour des thèmes de reprise en main de notre destin. Et le sujet migratoire en fait clairement partie. On a aussi été opposé à tout ce qui concernait la publicité autour du port du voile et du hijab, financé par la Commission européenne. Voilà, il y a des sujets pour nous autour de beaucoup d'enjeux sur la reprise en main de notre destin, donc migratoire, identitaire, mais aussi économique, agricole, industriel, sur lesquels nous sommes extrêmement vigilants à ce que la France reprenne en main son destin au sein de cette machine à produire de la norme qui est devenue l'Europe et l'initiative législative de la Commission. Sur cette reprise en main de notre destin, comme vous dites, est-ce que vous ne sentez pas des familiarités finalement, soit avec les partis qu'intégreront Reconquête ou le Rassemblement national ? Vous avez un discours, là, celui qu'on vient d'entendre, qui est assez proche finalement par certains aspects. Est-ce qu'on pourrait imaginer ponctuellement au moins des alliances ? Il y a toujours des alliances ponctuelles. L'Europe, et notamment au sein du Parlement, est un jeu d'alliances permanentes, texte par texte, parfois amendement par amendement, où on nous est effectivement arrivé que des députés ID, donc le groupe auquel seraient affiliés les représentants Rassemblement national, ont voté avec nous. Quelquefois, les écologistes ont voté avec nous, notamment quand nous nous sommes opposés à certains traités de libre-échange. Donc ce ne sont pas des alliances qui sont figées, mais ce sont des travaux de négociation qui se font texte par texte. Et s'il y a des candidats ou qui soutiennent nos positions, ou ensuite des futurs élus qui soutiennent nos positions sur les textes que nous portons, très bien. Ils seront les bienvenus. Bien sûr. Alors, on va parler un petit peu de la jeunesse. Vous avez publié dans une tribune dans le Figaro le 22 mars dernier, dont le titre était « Les sites pornographiques ne doivent plus être des espaces de non-droit en Europe ». Vous disiez que 90%, le chiffre m'a quand même sidéré, 90% des 11 à 12 ans qui sont inscrits sur des plateformes, sur des plateformes qui sont interdites avant 13 ans. Incroyable. Et l'ARCOM, c'était un site de l'ARCOM, donc l'ancien CSA, qui dit que 2,3 millions de mineurs fréquentent des sites pornographiques. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette... D'abord, quels sont les effets de cet état de fait, quand même très surprenant, ces chiffres, et puis qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, il a des effets, et là, ça rejoint votre première question sur le drame qui s'est passé à Viry-Châtillon. On parle de l'accumulation des faits divers. Là, on passe vraiment du fait divers à un fait de société. Et les écrans n'y sont manifestement pas pour rien non plus. Je vous ai parlé de l'autorité, de cette triple crise de l'autorité, à la fois parentale, éducative et de l'État. Mais on a quand même aussi une véritable problématique de l'exacerbation de la violence et l'accès très facile à certains sites, à certains contenus de type jeux vidéo, à tous ces accès non contrôlés finalement auxquels des 11-12 ans accèdent sans aucun filtre, extrêmement dangereux parce que là aussi ça exacerbe beaucoup de comportements qui ne sont pas normaux dans notre société pour le vivre ensemble. Donc là, sur les écrans, ce qu'on peut faire, par exemple, on a des députés républicains qui ont
déposé une proposition de loi pour essayer de réglementer l'usage des écrans, notamment dans la sphère publique de toutes les instances éducatives, les crèches, etc. L'usage doit être contrôlé. Il faut donner des outils à la fois aux parents, à la fois à la communauté éducative pour absolument prendre du recul sur ce sujet. Et là où il faudra interdire, peut-être penser à l'usage d'un logo. Mais aujourd'hui, on ne peut pas laisser n'importe quel type de contenu à portée de n'importe quel public. Et ce sont aussi des enjeux, effectivement, de vivre ensemble. Mais ce sont aussi des enjeux psychologiques sur la jeunesse. On sait qu'il y a des troubles dépressifs, on sait qu'il y a des troubles du langage et que cette exposition non contrôlée et non régulée aux écrans, elle peut être dévastatrice pour notre jeunesse. Vous proposez notamment une campagne d'information et une intervention dans les programmes scolaires. Est-ce que ça vous paraît suffisant pour retourner ce qui est quand même un phénomène de société ? On ne peut pas, je pense que ce n'est pas le rôle des politiques de s'immiscer dans la sphère familiale, où c'est la sphère privée, et on ne peut pas aujourd'hui prendre le bâton de père Fouettard et aller dire dans chaque famille ou dans chaque maison, ça doit se passer comme ci ou comme ça. Simplement, il est de la responsabilité peut-être des décideurs politiques de donner des outils, simplement pour prendre ce recul nécessaire à l'analyse et à l'action. Voilà, alors vous êtes une mère de famille, donc vous êtes directement concerné par cet aspect. Alors il y a un autre aspect qui vous concerne directement, c'est l'agriculture, parce que comme nous l'avons dit, vous êtes exploitante agricole vous-même. Est-ce que cette crise vous semble terminée ou est-ce qu'il y a encore des manifestations? Est-ce qu'elle est prête à ressurgir, cette crise agricole, vous qui connaissez des agriculteurs et qui baignez un petit peu dans ce milieu? Alors la crise agricole n'est pas terminée, c'est simplement la partie émergée de l'iceberg dans la sphère médiatique qui est terminée. C'est-à-dire que le gros des manifestations, des blocages, des barrages est terminé parce que nous, les agriculteurs, on a maintenant beaucoup de travail dans les champs et comme personne ne fait tourner les fermes à notre place pendant qu'on est sur les manifs, il y a un moment où on ne peut pas durer indéfiniment sur les blocages. Reste que la colère est très grande. Il y a des actions sporadiques qui sont encore présente partout sur le territoire, selon les départements, selon les régions. Mais aujourd'hui, plus on avance dans les annonces, enfin, je mets annonces entre guillemets parce que ce sont plutôt des mesurettes que des annonces réelles pour donner un cap et pour changer de paradigme. Mais aujourd'hui, ça ne convainc personne. Nous, on a tous les retours que j'ai autour de moi. Aujourd'hui, on nous dit, plus on avance dans les annonces, là, on a eu le projet de PLOA qui a été présenté. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des petites choses qui peuvent aller dans le bon sens, mais sur ce qu'on réclame, qui concerne le choc de compétitivité, la reconnaissance, l'arrêt des surtranspositions par rapport à ce qui se passe chez nos voisins européens, il n'y a pas de réponse. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui si les tracteurs vont ressortir, quand, mais ce que je peux vous dire, c'est que la colère, elle reste extrêmement vive. On a le sentiment parfois que la Macronie fait des petits réglages un peu à la burette ou à des rustines, etc., sur un ensemble qui est désastreux depuis très longtemps. Est-ce qu'il faut changer, vraiment renverser tout ça et comment? Il faut changer de paradigme. Il faut simplement aujourd'hui assigner à l'agriculture un rôle, un cap et une vision avec des moyens. Et tant qu'on ne dira pas l'agriculture aujourd'hui doit pouvoir produire de l'alimentation, de l'énergie, du paysage, de la biodiversité, lui assigner une vision, des rôles et ensuite faire confiance aux agriculteurs pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs de souveraineté alimentaire, de protection de nos paysages. On ne pourra pas y arriver. Il faut supprimer les distorsions de concurrence. Il faut rendre la compétitivité à la ferme France. C'est très important pour que les agriculteurs puissent aussi capter, encore une fois, la valeur ajoutée et les revenus qui leur est dû parce qu'ils ont un rôle extrêmement positif pour la société. Comme je vous le disais, les agriculteurs ont produit l'alimentation, l'énergie, l'oxygène, le paysage, la biodiversité. On ne peut pas sans arrêt être pénalisé par des taxes, par des impôts, par des coûts de main-d'œuvre, par un manque de confiance, par un empilement, un millefeuille normatif qui nous pénalise. Donc ce n'est pas parce que le gouvernement va mettre un pansement ici, un pansement là, qui sont OK des pansements, donc on prend, mais ça ne va pas changer de cap, assigner à l'agriculture sa vision, ce qu'elle doit être, et donner les moyens aux agriculteurs d'exercer correctement leur métier. Est-ce que le jeu est dans la main de l'Europe ou dans celle de la France ? C'est très lié, parce qu'aujourd'hui, la pression normative commence en Europe, et souvent, on a derrière la bureaucratie française ou les surtranspositions qui arrivent.
On a tout un millefeuille de décisions. Si je prends l'exemple de l'eau, j'étais par exemple dans l'Hérault la semaine dernière sur la thématique de l'eau. Vous avez des directives européennes qui s'appliquent sur le plan qualitatif, mais ensuite au niveau de la gouvernance en France, vous avez des lois, vous avez des arrêtés, des décrets, des schémas départementaux, des schémas interdépartementaux, des schémas régionaux, des comités locaux de l'eau. Et tout ça forme un millefeuille où entre les objectifs, les textes, le maillage administratif et réglementaire et la gouvernance qui n'est absolument pas lisible, on assiste à une paralysie totale de ce qui est pourtant un enjeu fondamental pour l'agriculture et pour l'ensemble de la société. Est-ce que le rôle des Verts, là-dedans, à la fois en France et en Europe, n'est pas, l'influence des Verts n'est pas très supérieure à leur poids dans l'électorat? On a le sentiment que derrière toutes ces mesures, il y a une influence écologiste extrêmement lourde et très difficile à déplacer. Ah oui, la réponse est oui. Oui, la réponse est oui, très clairement oui. Aujourd'hui, ils sont extrêmement bien organisés, ils ont des relais dans la entre guillemets société civile, donc qui sont des ONG, qui sont extrêmement bien armés pour peser dans le débat sur le plan sémantique, sur le plan médiatique, sur le plan du lobbying strict auprès des parlementaires et des décideurs. Et sous couvert d'avoir une idéologie messianique de protection de la planète, ils imposent un millefeuille normatif très très contraignant pour les agriculteurs. Et là, on inverse la logique de la production en allant vers la décroissance, on inverse la logique de la confiance en allant vers la coercition. Et ce n'est pas comme ça qu'on fera avancer l'agriculture et de manière plus globale la production et l'économie dans nos pays. Alors vous dites qu'il faut choisir entre une agriculture qui fait face à la concurrence et une agriculture protégée. De fait, mais comment est-ce qu'on peut choisir une agriculture protégée sans frontières ? Si jamais on fait ce choix-là, ou alors est-ce que vous faites le choix inverse, c'est-à-dire de lancer l'agriculture face à une concurrence, mais du coup avec les mêmes atouts, ce qui est compliqué quand on connaît le niveau des salaires en France par rapport à ceux des pays de production agricole qui nous envoient leurs produits. Mais c'est bien cette problématique auquel on est confronté, c'est qu'on n'a jamais choisi. C'est-à-dire qu'on est pénalisé des deux côtés. On est à la fois sur un marché ouvert et un marché unique, et à la fois on n'est pas cohérent dans les décisions qu'on prend pour pouvoir faire face à la concurrence. Donc c'est comme si on s'est lancé pour faire un 100 mètres aux Jeux Olympiques avec des boulets aux pieds face à nos concurrents. Et donc c'est bien là que le bât blesse, et c'est bien pour ça qu'il faut prendre des mesures de politique. Je pense à la politique agricole beaucoup plus forte. Dans la PAC, aujourd'hui, la PAC, c'est un empilement de mesures normatives avec un budget à la baisse qui a été négocié à la baisse puisqu'il a été négocié en euros courants et pas en euros constants. Et finalement, on a perdu la vision de la politique. Donc aujourd'hui, si on veut concilier ces deux enjeux, il faut par exemple avoir des mesures fortes comme reconnecter l'aide agricole à la politique alimentaire et à la politique d'aide alimentaire. Il faut se pencher sur la possibilité d'avoir des aides contracycliques qui puissent faire un effet d'amortisseur par rapport au choc du marché. Il y a beaucoup de mécanismes à revoir pour réintroduire de la politique dans aujourd'hui, ce qui n'est qu'un empilement de normes. Mais au sein de l'Europe, ça n'empêche que les salaires, notamment les salaires agricoles, qui pèsent quand même lourd dans le coût de production des produits, sont très disparates. Très disparates. Quelques centaines d'euros dans certains pays du Sud et chez nous, bien davantage. Comment est-ce qu'on arrive sans frontières très claires à donner à nos agriculteurs une chance de résister à cette pression ? D'abord, il faut s'occuper de ce qui se passe chez nous avant d'aller s'occuper de ce qui se passe chez nos voisins. Ce n'est pas en alignant les standards de tout le monde qu'on arrivera, mais c'est en redonnant de la liberté, de la compétitivité aux agriculteurs, à ceux qui produisent. Aujourd'hui, avoir une politique de baisse des charges, de baisse des taxes, avoir une politique fiscale qui soit beaucoup plus performante et ce choc de compétitivité et le fait d'abaisser les normes, parce qu'aujourd'hui, la norme a un coût faramineux sur les entreprises agricoles et pas que agricoles. Ce sont des milliards, des dizaines de milliards d'euros par an que la norme coûte aux entreprises françaises. Et c'est en redonnant cet oxygène-là, par la fiscalité, par la baisse des charges et des taxes et par la suppression de certaines normes non productives, qu'on arrivera à redonner ce ballon d'oxygène pour pouvoir relocaliser, ancrer la localisation de notre production. Mais vous ne parlez pas de frontières spécifiquement.
de taxes aux frontières, soit de l'Europe, soit de la France. Alors ça, c'est un mécanisme qu'on a toujours défendu, c'est celui de la taxe carbone aux frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que pour atteindre nos objectifs de souveraineté, qu'elle soit alimentaire, mais aussi d'être vertueux sur le plan notamment environnemental, il faut qu'on puisse aider à la localisation et à la relocalisation de nos industries, de notre agriculture. Et il faut qu'effectivement, la taxe carbone puisse être un mécanisme d'ajustement qui va redonner de l'oxygène aux agriculteurs, aux producteurs ou à l'économie ancrée sur nos territoires européens, et tout en pénalisant des importations qui sont beaucoup moins vertueuses environnementalement. Donc ce mécanisme de la taxe carbone aux frontières, c'est quelque chose qu'on a toujours défendu. Alors, prenons un peu de hauteur. François-Xavier Bellamy disait le 23 mars en meeting à Aubervilliers, « La France est triste ». Ça m'a frappé. Ce qui nous arrive n'est pas un accident, ce n'est pas un naufrage, c'est un sabordage. Comment est-ce que vous interprétez ces mots ? Est-ce que la Macronie est responsable, à votre avis, de l'état dans lequel nous sommes, parce qu'on voit bien quand même ce qu'il veut dire, ou est-ce que vous pensez qu'il y a des responsabilités plus longues des partis qui ont été au pouvoir, et notamment le vôtre, la droite ? La France est triste parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui font qu'elle est triste. D'abord parce qu'elle a ce sentiment-là de ne plus maîtriser son destin et de subir ce qui se passe au niveau européen, de subir les décisions étatiques et nationales. Et puis il y a ce climat anxiogène de peur, d'insécurité aujourd'hui qui est ressenti par l'ensemble des Français, qui se manifeste dans les villes et aussi dans les campagnes. Et donc c'est ça, cette forme de tristesse, c'est de ce sentiment qu'on a de ne plus avoir de prise sur nos destins, sur nos vies et sur notre destin aussi national. Emmanuel Macron en porte quand même clairement la responsabilité. Quand on voit aujourd'hui la montée de l'insécurité, la montée de l'immigration exponentielle, qu'elle soit légale ou illégale, quand on voit l'état de délabrement de nos services publics fondamentaux comme l'école, comme l'hôpital, et surtout en ayant un quoi qu'il en coûte qui fait que la dette publique a explosé avec ce sorte de... On voit bien que ce qui nous cache, c'est quand même un plan déguisé ou pas encore assumé aujourd'hui d'augmentation des impôts. Donc il y a quand même de quoi se poser des questions. Ce climat de peur, il est entretenu parce que la nation contribue, la nation travaille, les Français bossent tous les jours, et puis on ne voit pas le résultat dans nos destins individuels et dans notre destin collectif de tous ces efforts fournis. Parce qu'il y a une mauvaise gestion. Donc oui, la France est triste, et c'est largement dû à la politique ou à l'absence de politique menée par Emmanuel Macron depuis 2017. Et quel cap est-ce que vous donneriez, vous, à la France, chez LR, pour les années qui viennent, puisque vous dites que c'est ça qui manque principalement Qu'est-ce qu'il faut redonner comme cap ? Un cap gaulien, un cap... C'est très abstrait tout ça. Moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus concret quand on redonne un cap, parce qu'on peut parler de gaullisme ou de ceci ou de cela, mais ça reste des concepts. Aujourd'hui, les Français attendent des choses extrêmement claires, c'est de reprendre en main leur destin. Ça passe par le pouvoir d'acheter, ça passe par le pouvoir de produire et ça passe par le pouvoir de transmettre. Et quand on aura retrouvé ces trois pouvoirs et ces trois capacités, je pense que la France s'en portera mieux. Est-ce que ça passe pas aussi par un vrai pouvoir de décision face à l'Europe ? Bien sûr, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille texte par texte de manière assez acharnée et on sait clairement où on veut emmener l'Europe. Alors, parlons un peu de politique étrangère. Le général Gomard, qui vient d'arriver sur votre liste, je rappelle que vous êtes numéro 2, le général Gomard est numéro 3, je crois, c'est ça, a dit sur LCI le 6 avril qu'on ne repousserait pas la Russie derrière les frontières et qu'il faut donc transiger. La vraie menace, je le cite, c'est la menace islamiste. Est-ce que vous êtes tous d'accord, LR, sur cette vision des choses ? Je pense que globalement, on ne peut pas être fondamentalement désaccord avec lui. La Russie aujourd'hui ne menace pas nos frontières. Aujourd'hui, la menace de l'islamisme est clairement implantée sur notre sol. Elle représente un danger non seulement pour, de manière assez abstraite, notre démocratie, comme on dit, mais aussi très clairement un danger pour la sécurité des citoyens, des jeunes. Et donc, elle cherche aujourd'hui à s'implanter durablement avec des idéologies parfois militantes assez radicales sur notre sol. Et c'est un danger face auquel nous devons être très vigilants. Malgré tout, vous êtes très mobilisé pour soutenir massivement l'Ukraine et la guerre en Ukraine. L'Ukraine aujourd'hui est attaquée par la Russie et nous nous sommes clairement positionnés et sans aucune ambiguïté depuis le début de la guerre pour défendre l'Ukraine qui a subi une agression de ses frontières. Donc oui, notre soutien est très clair. Il ne s'agit absolument pas pour nous d'envoyer des troupes au sol, mais de simplement fournir à l'Ukraine ce qu'elle réclame, c'est-à-dire des munitions et des moyens de se battre. Voilà, c'est ce que dit le général Gomard. Et il parle aussi de tripler le Fonds européen de défense. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on est... Est-ce que ce n'est pas une perte de souveraineté ?
ce fonds européen de défense? Mais il faut qu'on puisse... notre défense nationale, nous qui avons une défense, alors, c'est pas le cas de tous les pays européens. Alors le propos du général Gomard n'est absolument pas de dépouiller la défense nationale pour tout déléguer à l'échelon européen. Simplement aujourd'hui, d'abord la première proposition, c'est qu'il faut passer de 2, on ne les atteint pas, on est tout juste à 1,9 à 3% du PIB, l'effort sur notre défense et sur nos armées. Et ensuite, il faut pouvoir créer une coopération renforcée à l'échelon européen qui nous permette de ne pas être toujours complètement dépendant de l'OTAN ou du bon vouloir de la dernière déclaration de Trump pour être autonome sur notre défense et notre souveraineté de défense. Il ne s'agit en aucun cas de faire de la défense une politique européenne. La défense est une politique nationale, stratégique, et elle doit le rester. Quels qu'en soient les moyens, parce que le bilan français n'est quand même pas très positif, c'est le moins qu'on puisse dire, il ne s'est pas amélioré sous le règne de Macron, et l'effort de défense que vous préconisez, évidemment, pèsera à nouveau sur les finances. Oui, mais les finances, aujourd'hui, ce qu'il faut faire concernant les finances, c'est d'abord baisser le train de vie de l'État et réduire la dépense de l'État et se concentrer vraiment sur les secteurs stratégiques. Ce n'est pas comme on le fait en trouvant par-ci par-là, en rognant des fonds de tiroir pour enlever 100 millions d'euros ici à l'administration pénitentiaire, 100 millions d'euros ici à la police, qu'on arrivera à faire des économies. Il y a des secteurs stratégiques sur la sécurité, la défense, l'école, la santé, où il faut remobiliser les moyens sur le secteur important et peut-être faire des économies sur les secteurs plus administratifs. Où sont les grands gisements d'économie Nous, on en a identifié plusieurs. Les Républicains ont fait des propositions extrêmement claires et détaillées au sein d'un contre-budget, 25 milliards d'euros d'économies. Il y a des choses assez diverses, mais d'abord, tout ce qui concerne les doublons, les agences de l'État, c'est-à-dire débureaucratiser. Il y a ensuite tout ce qui concerne aussi la partie migratoire, l'aide médicale d'État. Il y a beaucoup de gisements comme ça qu'on a identifiés qui permettent de présenter des économies substantielles et de rediriger encore une fois l'argent public là où le service public s'effondre. On le constate tous les jours. Non alors, votre liste, on voit que François-Xavier Bellamy a beaucoup de talent, c'est indiscutable, tous les gens de droite en France le constatent en tout cas, mais que votre liste patine quand même dans les sondages, autour de 7%. Alors, quelles sont les difficultés d'après vous? Comment est-ce que vous analysez cette espèce de petit plafond de verre qui pour l'instant, la campagne n'est pas finie, il reste encore 2 mois, mais qui pour l'instant vous handicape? Est-ce que le transfert de Rachida Dati, par exemple, qui était considérée comme une femme de droite solide, ambitieuse, talenteuse et punchy, son transfert à la Macronie, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une espèce de traumatisme? Est-ce que ça vous handicape un peu comme les autres, hein, l'attitude de Nicolas Sarkozy, des ministres qui viennent de la droite au sein du gouvernement? Est-ce que tout ça ne vous empêche pas finalement un peu de progresser? Il y a tellement de questions dans votre question que je ne sais plus par quelle sous-question commencer. Oui. Mais alors, sur Rachida Dati, non, d'abord, je ne pense pas que ça handicape. D'abord, je pense que la campagne n'est pas vraiment commencée. On a eu les meetings de lancement qui ont eu lieu fin mars. On sait qu'on ne s'intéresse plutôt à la campagne des européennes que sur la fin de course sur le dernier mois. Et puis aujourd'hui, on a globalement un récit médiatiquement plutôt dominant où on américanise un petit peu la politique française et on fait de cette élection européenne, qui est la seule élection nationale avant 2027, un petit peu l'équivalent des midterms aux États-Unis. Donc on a ce récit un petit peu émergent entre le gouvernement en place avec la liste portée par Madame Hayé et le Rassemblement national. On sait que ça peut bouger, on sait que dans les sondages, il y a des marges d'erreur. On a aujourd'hui une émergence de la liste Place Publique de gauche et on sait que ça peut bouger aussi sur la liste de droite. Donc on n'est pas très très inquiet aujourd'hui et je ne pense pas que c'est le départ de Rachida Dati qui a freiné ou qui freine la progression. Je pense que c'est un non-événement pour les électeurs. À ce point-là, non ? C'est assez symptomatique. Oui, on peut avoir beaucoup de respect. J'ai du respect pour son parcours qui est assez révélateur de la notion de méritocratie. Après, elle a trahi son camp pour aller, comme on dit chez nous, à la soupe. Ça ne m'inspire que de la tristesse et je pense que les électeurs s'en fichent un peu. Ouais. Mais LR, au-delà de Dati elle-même, a exercé le pouvoir, ça la concerne. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, ça a déçu beaucoup. Hein. Est-ce qu'on peut, à votre avis, refaire ce chemin perdu et redonner foi finalement aux Français pour une droite qui les a déçus?
Je pense que l'héritage de la droite ne se résume pas à déception du sarkozysme. On a des figures extrêmement claires dans la droite. On a déjà Fillon qui en 2017 a porté des mesures extrêmement fortes avec un diagnostic qui est vérifié aujourd'hui où il disait déjà que le pays était en faillite. On a des figures, des idées, des positions très très claires, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur l'économie, sur tous ces enjeux, sur les services publics. On a des idées fortes, donc on peut toujours nous reparler du bilan sarkozyste qui a déçu, mais c'était quand même en 2012. Aujourd'hui, on a un corpus d'idées, de propositions qui vaut quand même le coup qu'on s'y intéresse plus à ce qui s'est passé il y a 15 ans. Oui, mais qui sont relativement neuves dans l'histoire du parti. Oui, il y a des positions, comme je vous le disais, on parlait tout à l'heure d'économie, de faire des économies, des contre-budgets, des propositions sur la taxe carbone aux frontières, sur la maîtrise de nos frontières, qui sont extrêmement claires. Vous avez vu Robert Ménard le 4 avril, je crois, que vous étiez dans la délégation. De quoi est-ce que vous avez parlé? Est-ce qu'on peut vous demander ça? Bien sûr. Est-ce qu'il pourrait rejoindre LR? Quel rapport est-ce que vous avez avec ce maire, ce grand maire? Alors pour la dernière question, je vous laisse le soin de lui demander. Je veux avoir ses coordonnées. Non, moi j'étais dans l'Hérault. J'étais dans l'Hérault, l'occasion de déplacement sur la thématique de l'eau. Vous savez qu'on a toute une série de départements dans le sud-ouest, les Pyrénées-Orientales, mais aussi l'Hérault et certains endroits dans l'Aude qui sont extrêmement touchés. Et encore une fois, il était urgent de mettre en place ce diagnostic, de pouvoir l'objectiver. On a rencontré des viticulteurs, des élus, des collectivités qui sont aujourd'hui face à cette thématique, qui sont impuissants, face à la fois au millefeuille administratif, face à l'absence de volonté politique pour faire de réelles politiques, donc de stockage, d'anticipation. Et donc c'est dans ce cadre-là, puisque j'étais juste à côté de Béziers, que j'ai rencontré Robert Ménard. C'était un grand plaisir d'échanger avec lui. C'était une discussion à bâton rompu qui s'est déroulée dans un cadre très franc et très chaleureux. Très chaleureux, ça ne m'étonne pas. Très bien. Dernière question, et simplement pour un clin d'œil, vous avez travaillé pour Vincent Bolloré, vous étiez directrice financière d'une filiale de Bolloré au Chili, semble-t-il. Voilà, comment est-ce que ça s'est passé? Parce qu'il paraît que c'était un patron terrible, si on en je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré. A priori, comme beaucoup de journalistes qui exercent sur les chaînes détenues par son groupe, qui disent on ne l'a jamais rencontré, on ne l'a jamais eu au téléphone, ben moi non plus. Donc j'ai exercé dans son groupe, j'ai passé... je suis très fière d'abord d'avoir travaillé en entreprise. Je pense que c'est fondamental d'avoir eu ce parcours-là et les compétences que j'ai acquises m'ont beaucoup servi dans le métier que j'exerce aujourd'hui et me serviront. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont travaillé en entreprise. Oui, mais pourtant, nous, les agriculteurs, nous sommes aussi des chefs d'entreprise et on acquiert des compétences de gestion aussi qui seraient fort profitables à d'autres corps de métier. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vincent Bolloré, après, c'est un entrepreneur, je pense, dont la France peut être fière, qui est très ancré dans les territoires, qui a investi, qui génère de l'emploi, de l'activité. Et c'est le genre de réussite d'une entreprise familiale qu'on devrait applaudir. Et sa croissance dans les médias ne vous inquiète pas? Non, pas plus que d'autres. Merci Céline Imard, merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site bvoltaire.fr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Boulevard Voltaire, qui est le quotidien de la droite fière. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez notre combat, c'est important. Vous trouverez toutes les indications sur notre site web. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.